Bien, je me permets d'introduire. Donc, je suis Agatha Duquesroy, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture et du coup, je suis ravie, avec mes collègues des Interpros, de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. Voilà, ce webinaire qui est dédié à un sujet essentiel et passionnant et qui nous concerne tous. C'est le lien entre l'agriculture, l'alimentation et la santé. Et donc, ce webinaire est à destination essentiellement des agriculteurs aujourd'hui, mais pas que. Et en tant qu'agriculteur, voilà, vous avez également un rôle à jouer qui est un rôle clé dans la qualité de ce que nous mettons toutes et tous dans notre assiette. Voilà, et vous pouvez être des prescripteurs d'une meilleure alimentation parce que vous êtes au quotidien en relation avec les consommateurs. Voilà, et donc au cours de cette session qui va durer un tout petit peu plus d'une heure, on va essayer de tenir le timing. On va explorer ensemble, grâce à nos experts qui sont autour de la table, le lien étroit entre agriculture, alimentation et santé. Alors que vous soyez déjà aguerris sur le sujet ou simplement curieux, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur cette thématique, ce webinaire, c'est aussi l'occasion unique d'échanger entre nous, de pouvoir poser vos questions et de repartir avec des idées concrètes pour échanger avec vos clients ou aussi améliorer tout simplement votre propre alimentation. Donc ce webinaire, il est né d'un partenariat et d'une synergie entre le réseau des chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, l'interprofession des fruits, de la filière fruits et légumes de Nouvelle-Aquitaine, Interfel, mais aussi Interbev, l'interprofession bétail et viande de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, les personnes qui vont animer avec moi ce webinaire aujourd'hui vont se présenter juste après, mais on tient aussi à remercier nos financeurs qui sont la DRAF et la région. Voilà, et cette action s'inscrit aussi dans le cadre du pacte alimentaire porté par la région Nouvelle-Aquitaine, qui normalement doit se connecter également aujourd'hui et qui est un projet commun visant à relocaliser l'alimentation en embrassant voilà, tous les partenaires qu'on peut avoir sur la région. Et donc voilà, on tenait également à les remercier et c'est aussi grâce à eux que ce temps entre nous a pu naître. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Donc on va juste faire, voilà, un petit tour, un petit tour de table aussi. Donc c'était, l'introduction. J'ai oublié de passer ma slide et je m'en excuse. Alors qui sommes-nous? Je vous laisse la parole, mesdames. Moi, je me suis déjà présentée, donc je suis chambre régionale d'agriculture. Marie. Bonjour à tous, donc Marie Gilbert, je suis directrice d'Interbev Nouvelle-Aquitaine. Sylvie Marty, je suis diététicienne libérale et j'appartiens au réseau des diététiciens d'Interbev. Et je suis dans les Landes. Pardon. Ah, non, pardon Sylvie. Céline Gentil, moi je travaille pour Interfel, l'interprofession de la filière des fruits et légumes frais, et j'occupe le poste de déléguée régionale pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre, je m'occupe du comité régional d'Interfel pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, donc Sophie Vidal, je suis diététicienne nutritionniste et je suis responsable du réseau des diététiciennes d'Interfel sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et donc Agatha Duquesroy, chambre régionale d'agriculture en charge des circuits courts, voilà, pour le réseau des chambres de Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va présenter très rapidement nos structures, voilà, juste pour que vous puissiez savoir un peu où on travaille et quelles sont les missions de ces structures-là. On va commencer par le réseau des chambres. Donc, le réseau des chambres, ce sont des établissements publics au service des agriculteurs et des territoires. Elles ont 4 grandes missions. Je vais essayer d'être rapide sur ce sujet. Donc, c'est conseiller bien évidemment les entreprises agricoles et les collectivités. C'est d'être aussi des porte-parole de l'agriculture locale et d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics. C'est de mobiliser la recherche et travailler également sur l'aspect innovation sur les exploitations. Et puis, c'est d'accompagner les développements de projets territoriaux. Donc, on travaille avec énormément de partenaires autour du monde agricole, bien évidemment. Et en Nouvelle-Aquitaine, le réseau des chambres, donc c'est 12 établissements, 10 chambres départementales, une interdépartementale en Charente-Maritime de Sèvres, plus la chambre régionale.
Et on est bien entendu porté par des élus chambres. C'est justement le moment des élections, donc on est pleinement au cœur du sujet. Donc on travaille avec 410 élus au niveau des chambres d'agriculture et ça regroupe un peu plus de 1200 collaborateurs dans le cadre de ces chambres d'agriculture. Et donc bien évidemment, voilà, puisque aussi, ces agriculteurs sont aussi au contact du grand public, l'une de nos marques phares, qui promeut ça, c'est, le réseau Bienvenue à la ferme, peut-être dont certains font partie autour de la table, et qui, nous anime dans notre quotidien, avec les conseillers, dédiés à ce sujet. Voilà. Côté, chambre régionale, très rapidement, donc c'est, une chambre qui est née, du coup à la suite de la réforme territoriale et de la fusion des régions en 2016. Donc c'est l'ex-chambre Aquitaine, l'ex-chambre Poitou-Charentes et l'ex-chambre Limousin. Ça regroupe à peu près 120 salariés aujourd'hui qui sont répartis sur 3 sites principaux, Bordeaux, Limoges et Mignaloup-Beauvoir à côté de Poitiers, plus un service EDE qui est basé, lui, à la chambre départementale d'Angoulême et qui regroupe 8 salariés. Les 3 grosses missions de la chambre régionale, elles sont celles-ci et je passerai ensuite la main à mes collègues. Donc c'est de coordonner les actions qui sont faites par les chambres départementales qui sont sur terrain pour créer des synergies et des projets communs. C'est d'être un rôle aussi en matière d'orientation des politiques publiques en région, voilà, de donner aussi à nos partenaires financiers les grandes orientations du monde agricole. Et puis c'est de s'inscrire dans les orientations du national avec des projets de mandature et des stratégies de mandature, voilà, qui soient communes et avec des indicateurs de performance à récupérer. Voilà. Je vais laisser la main à Céline Gentil pour présenter rapidement Interfel. Merci Agatha. Donc voilà, moi très rapidement, je vais vous présenter Interfel. Donc Interfel qui est l'interprofession de la filière des fruits et légumes frais. Alors, on insiste beaucoup sur le terme frais parce qu'en fait, voilà, on travaille pour tous les fruits et légumes qui sont produits pour être commercialisés brut, à l'état brut et en frais. Donc Interfel, c'est une association nationale qui va bientôt fêter ses 50 ans, qui est reconnue à l'échelle nationale et européenne en tant qu'interprofession agricole, qui poursuit différentes missions, mais on va dire vraiment la mission principale d'Interfel, qui est le fil rouge de l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre, c'est de soutenir et développer la consommation de fruits et légumes frais dans un objectif de santé publique. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui et donc on va en reparler par la suite. Point important concernant Interfel, comme toutes les interprofessions reconnues au niveau national, le financement des actions est principalement assuré par des cotisations volontaires étendues, en fait, qui sont appelées à tous les opérateurs de la filière par les pouvoirs publics. Je vais bien. Slide suivante. Donc voilà, les membres de l'interprofession, donc je vous l'ai dit, c'est une association. Nos membres, en fait, ce sont des fédérations, des syndicats qui vont représenter les différents maillons de la filière. Donc on part des producteurs. Les producteurs sont représentés à l'interprofession dans le cadre du collège Amont, donc par l'ensemble du syndicalisme agricole, puisqu'on a aussi bien les branches spécialisées de la FNSEA que la coordination rurale ou la confédération paysanne qui en sont membres. On a également des structures nationales qui vont représenter les organisations de producteurs et les coopératives. Donc ces organisations composent le collège Amont et le collège Aval de l'interprofession va représenter toute la partie distribution, commercialisation des fruits et légumes. Donc on y retrouve aussi bien les expéditeurs de fruits et légumes, exportateurs, les grossistes, l'ensemble de la grande distribution, le commerce spécialisé et on intègre également la restauration collective. Donc voilà, on fédère à l'échelle nationale vraiment tous les maillons d'une filière. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est Interfel au niveau national. Depuis 6 ans, Interfel déploie sur les territoires des comités régionaux. Donc la région Nouvelle-Aquitaine bénéficie depuis 5 ans d'un comité régional. Donc un comité régional à Interfel, c'est quasiment les mêmes membres, le même périmètre qu'au niveau national.
voilà, les seuls maillons qui nous manquent et que j'ai oublié de signaler sur la slide précédente, ce sont les importateurs de fruits et légumes. Donc, au niveau régional, on n'a pas d'entreprise d'import. On est sur le même périmètre et les grandes ambitions d'un comité régional à Interfel s'articulent autour de la création et du développement du lien entre les entreprises des différents maillons de la filière sur le territoire. On a un volet fort qui vise à valoriser les compétences, les savoir-faire de l'ensemble des maillons, et puis un rôle de représentation de la filière à l'échelle régionale pour porter les visions collectives. Donc voilà, c'est une association qui est administrée par 22 administrateurs qui sont tous présents sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et en termes de moyens humains, il y a une déléguée régionale, donc moi-même, qui s'occupe du pilotage. Voilà, juste avant de passer la parole à ma collègue Sophie, un petit point important que j'ai omis de vous signaler, c'est qu'à Interfel, je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de faire consommer plus de fruits et légumes frais. On travaille pour l'ensemble des maillons de la filière et donc pour l'ensemble des modes de production et des lieux de production. Donc, c'est vraiment la promotion et la mise en valeur de l'ensemble des fruits et légumes frais. Merci Céline. Marie. Oui, alors je vais vous présenter l'Interbev. Donc Interbev, c'est l'interprofession bétail et viande. Et donc nous, on structure la filière schématiquement avec 4 maillons. Le premier maillon, ce sont les éleveurs. Deuxième maillon, les metteurs en marché. Le troisième maillon, ce sont les transformateurs. On va retrouver notamment les abattoirs. Et le quatrième maillon, c'est la distribution. On retrouve la grande distribution, la restauration et les artisans bouchers. Donc en France, on estime que ça représente plus de 500 000 emplois et en Nouvelle-Aquitaine, autour de 64 000 emplois. Sur la slide d'après, vous allez voir, c'est comme Interfel, on a une structure nationale, donc nous c'est Interbev, et donc dans toutes les régions, donc il y a 12 comités régionaux, alors il y a 13 régions effectivement en France, mais pas qu'à Corse, c'est un comité régional. Nos membres, ce sont en fait des organisations nationales, donc des représentants en région des organisations nationales. Il y a 22 organisations membres d'Interbev. Et c'est pareil, on va reprendre à chaque fois les différents maillons. Donc, par exemple, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on s'adresse aux agriculteurs. Les membres du collège production pour la Nouvelle-Aquitaine sont des représentants de la section bovine de la FNSEA, il y a la Fédération nationale ovine, la coordination rurale et la confédération paysanne. 5 sections au niveau d'Interbev, section bovine, une section ovine, une section équine, une section caprine. Donc voilà, vous comprendrez qu'on s'occupe des herbivores. Sur la slide d'après, c'est pour décrire un peu notre stratégie. Toute la stratégie se fait sur un socle sociétal. Donc on sait que la filière élevage et viande pose pas mal d'interrogations, notamment au niveau des consommateurs qui s'interrogent sur leur consommation. On a mis en place une démarche collective de responsabilité sociétale avec les parties prenantes internes et externes de la filière. L'objectif, c'est d'apporter une réponse globale aux attentes de la société et des acteurs de la filière. Cette démarche est aujourd'hui certifiée au niveau RSE depuis 2018 et on a 4 axes de travail. Le premier, c'est agir pour préserver l'environnement. Le second, agir pour le bien-être, la protection et la santé des animaux. Le troisième, c'est agir pour une juste rémunération des acteurs de la filière et pour l'attractivité des métiers. Et le quatrième, c'est agir pour une alimentation de qualité raisonnée et durable. Et c'est ce point-là qu'on va développer aujourd'hui. Rapidement, donc je n'ai pas évoqué, mais notre comité régional est présidé, actuellement c'est une présidence amont, on est soit sur une présidence amont ou aval, et notre président est un éleveur de Charente. Voilà, et au niveau équipe, on est 4 salariés, mais on fonctionne surtout avec nos élus. Voilà, pour être sur toute la Nouvelle-Aquitaine, on a besoin d'avoir une gouvernance active. Au niveau de notre communication grand public, on va s'appuyer sur la stratégie RSE. Voilà. Et notre slogan qui passe, c'est « Aimer la viande, mangez-en mieux ». On va s'adresser aux citoyens qui s'interrogent sur leur consommation, mais qui souhaitent continuer à manger de la viande en consommant de façon plus réfléchie.
Donc, le message qu'on va apporter, c'est que la viande a toute sa place dans une alimentation équilibrée et raisonnée si elle est consommée en juste quantité et qu'elle est bien issue d'une production responsable et durable. Pour l'exprimer, donc il y a le choix d'une signature que vous voyez là, naturellement flexitarien, avec les 4 espèces qui sont représentées avec des légumes. Donc, voici, vous voyez l'espèce veau qui est à gauche. Les yeux, ce sont des aubergines et les oreilles, ce sont des endives. Voilà, pour faire le lien avec le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui. Le message qu'on fait passer aussi, c'est que voilà, on peut s'engager sur plein de thématiques en tant que citoyen, mais aller chercher une alimentation de qualité, ça peut aussi être un engagement très fort. Voilà, je crois que oui, c'est tout. Merci Agatha. Merci Marie. On va passer maintenant au vif du sujet avec une partie sur les bases de l'équilibre alimentaire. L'objectif, c'est que vous repartiez avec quelques idées à mettre en place, voilà, des choses à vous approprier pour pouvoir vous-même en parler, les restituer auprès de vos clients et de vos consommateurs que vous côtoyez au quotidien. Et là, du coup, je vais laisser la parole à nos experts, Sophie et Sylvie. Merci Agatha. Donc, moi, je vais aborder l'équilibre alimentaire par la diapo précédente, s'il te plaît. Non, précédente. Voilà, merci. Donc, l'équilibre alimentaire, il y a 3 grandes notions. Il y a la notion de diversité, de variété et de quantité. La première notion de diversité, c'est avoir toutes les familles d'aliments dans notre alimentation. Il y a 7 grandes familles. La notion de variété, c'est qu'à l'intérieur de chaque famille, on va essayer de changer tous les jours 2 types d'aliments pour couvrir au mieux nos besoins nutritionnels et caloriques. Et enfin, la notion de quantité, on ne creusera pas ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, on abordera juste quelques petits points là-dessus. Donc, la notion de base, c'est quand même connaître ces 7 familles. On a réuni les aliments en famille en matière de santé, parce qu'on a mis ensemble les aliments qui avaient le même rôle pour notre corps, pour notre santé. Donc, il y a une première famille, ce sont les féculents, où on va retrouver les pommes de terre, les céréales et les légumineuses, dont le rôle essentiel, c'est de nous apporter de l'énergie. Il y a une autre famille, ce sont les produits laitiers. Eux, ils ont comme particularité de nous amener des protéines animales, du calcium, et qui vont participer à la consolidation des os et à l'entretien de la masse osseuse. Et puis, on a la famille des viandes, poissons, œufs, qui va être une source importante de protéines animales, de fer, de zinc. On ira un petit peu plus loin tout à l'heure sur cette famille-là. Et au niveau des recommandations, on inclut aussi dans cette famille la charcuterie parce que ça reste une source de protéines, même si ça contient du gras, mais on y reviendra aussi un petit peu là-dessus. Autre famille, 4e famille, les matières grasses. Alors, notamment crues, c'est essentiel à notre équilibre alimentaire. Ça va agir sur notre cerveau, sur nos neurones. L'important aussi dans cette famille-là, c'est de varier les huiles, les matières grasses. Autre famille, la famille des fruits et légumes. Je laisserai Sophie creuser un petit peu le rôle de cette famille-là tout à l'heure. Rôle essentiel, vitamines et fibres. On a la famille des boissons. On parle souvent essentiellement de l'eau. On peut avoir aussi les boissons chaudes dedans. Le rôle essentiel, c'est d'hydrater, mais aussi c'est de participer à une meilleure concentration. Et enfin, on a une famille des produits sucrés, salés, gras, qu'on essaie de garder plutôt pendant les repas et pour la notion essentiellement de plaisir. Donc voilà nos 7 familles, on essaie de les retrouver tous les jours et à l'intérieur de ces familles de varier aussi les aliments pour avoir le meilleur équilibre alimentaire. Le PNNS nous donne quelques recommandations par rapport à ces familles-là. Par exemple, il nous propose 3 catégories, donc on va regarder ce qu'il nous conseille. D'abord, augmenter les légumes secs. Alors, très intéressant d'augmenter les légumes secs, ça va surtout apporter une variété dans la famille des féculents. On va pas tourner qu'autour des pommes de terre, des pâtes et du riz, mais on va essayer d'introduire les légumineuses comme les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, etc. Et donc, on essaie d'arriver à 2 fois
par semaine de ces légumineuses. Alors, je laisserai plus Sophie parler de l'augmentation de la consommation de fruits et de légumes, des fruits à coque, augmenter l'activité physique et augmenter, bien sûr, le fait maison. On essaie d'aller vers, au niveau des féculents, quelque chose de plus complet pour avoir plus de fibres. On essaie d'aller vers des aliments de saison qui sont produits autour de chez nous, localement, pour la planète. D'alterner des consommations de poissons gras et de poissons maigres pour notre santé, pour aussi les oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras qui vont faire partie de notre équilibre de notre santé. Le bio, pour la gestion des produits phytosanitaires. L'huile de colza de noix, essentielle, on a vu tout à l'heure pour notre cerveau, et les produits laitiers, on conseille 2 produits laitiers par jour pour les adultes. Enfin, le PNNS nous recommande de réduire certaines choses. Alors, réduire, tout dépend de la consommation de laquelle nous partons, hein. Donc, c'est-à-dire limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine. On peut faire un petit bémol sur les personnes âgées. On sait que quand même, la charcuterie reste une petite source de protéines, même si elle apporte aussi du gras. On limite les produits gras, sucrés, salés, bien évidemment. Encore plus tout ce qui est ultra transformé, si on peut s'en passer, c'est encore mieux. On va limiter les produits salés par rapport à la prévention des maladies cardiovasculaires. On va limiter le temps assis, évidemment, limiter l'alcool. Et donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Le PNNS privilégie la volaille et veut limiter la viande à 500 grammes par semaine. Alors, on va reprendre à la diapo suivante, effectivement. Ah non, pardon, excusez-moi. Je le reprendrai tout à l'heure. Je voulais juste, sur la viande, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur les recommandations du PNNS, et je laisse Sophie prendre la suite sur l'équilibre alimentaire. Donc, comme vient de le détailler Sylvie, si on résume, manger équilibré, c'est de manger des aliments qui appartiennent aux 7 familles d'aliments, donc un petit peu de tout, ce que couramment on traduit par il faut manger un petit peu de tout, et en adaptant les quantités, en évitant les excès et les manques, et en adaptant son apport à ses dépenses pour avoir une bonne balance énergétique, c'est-à-dire avoir un apport nutritionnel adapté à ses besoins. Et bien sûr, manger, c'est avant tout se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, mais en se faisant plaisir, il faut varier pour prendre soin de sa santé, prévenir les risques de surpoids, d'obésité, de maladies chroniques et cardiovasculaires qui représentent quand même encore les premières causes de mortalité en France. Un petit mémo pour se rappeler à quoi devrait ressembler notre alimentation et notre assiette chaque jour. Si on traduit les recommandations, ben voilà, en fait, il faudrait associer des fruits et des légumes aux féculents et y ajouter de la protéine sous forme de viande, de poisson ou d'œuf, plus quelques produits laitiers, avec des matières grasses variées d'origine végétale et bien sûr accompagné d'une hydratation, et la seule boisson indispensable au fonctionnement du corps humain, ça reste l'eau. Voilà le petit mémo, si on peut se rappeler d'un résumé qui est un guide au quotidien, c'est cette assiette-là. On vous propose de continuer par les questions les plus fréquentes que nos experts reçoivent le plus souvent voilà, sur les salons ou lors d'entretiens voilà, sur cette thématique-là. C'est les questions que peuvent poser les consommateurs à qui, voilà, sur vos étals. Voilà, c'est des questions les plus répandues. Et du coup, je laisse la parole à mes collègues. Ah, c'est moi qui commence. Alors, Sophie, on parle souvent de 5 fruits et légumes par jour, mais en fait, 5 fruits et légumes par jour, ça correspond à quoi? Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Alors, c'est vrai que les 5 fruits et légumes par jour, je crois que tout le monde l'a entendu, et on l'a entendu, réentendu beaucoup de fois. Alors, tout d'abord, d'où ça vient? Consommer 5 fruits et légumes par jour, ça fait partie des recommandations de santé publique et ça vient du plan national nutrition santé que nous a présenté Sylvie et qui est proposé par le ministère de la Santé. 5 fruits et légumes par jour, ça parle à tout le monde connaît, mais finalement, quand on réfléchit un peu, c'est pas si facile que ça de voir exactement à quoi ça correspond. Alors, tout d'abord, 5, c'est 5
portions. Et il faudrait consommer au minimum, c'est le minimum de la recommandation, ce n'est pas l'optimum de la recommandation, c'est le minimum de la recommandation. Il faudrait consommer au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour. Et quand on dit 5, ce n'est pas 5 fruits et 5 légumes, c'est dans les 5, on va compter les fruits et les légumes. Avoir une variété de fruits et de légumes dans les 5 portions minimales de la journée. Donc, si je mange 3 fruits et légumes par jour, sur 5, on pourrait se dire c'est bien. Ben non, en fait, le minimum à atteindre, c'est 5. 5 portions. Alors, une portion pour s'y retrouver. Alors, la portion officielle définie, c'est pas comme ça au hasard, hein, c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé. Et la portion officielle de fruits et légumes, elle équivaut à 80 à 100 grammes de fruits ou de légumes. Alors, on n'a pas sa balance à chaque repas pour peser exactement à quoi ça correspond. Sinon, le plaisir, il serait loin. Non, une portion, en gros, pour s'y retrouver, c'est la taille de son poing. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est évolutif. Ça veut dire que la portion d'un enfant, ben, ça va être la taille du poing de l'enfant. La portion d'un adulte, ça va être la taille de son poing, d'un homme, d'une femme, etc. Donc, quand on dit 5 portions au moins, c'est 5 fois cette quantité-là en fruits et en légumes chaque jour. Voilà le minimum à atteindre. Et l'idéal après, si on va un petit peu plus loin, c'est que quand on a les 5 portions, elles reflètent la quantité. Au niveau de la variété, c'est mixer les fruits et les légumes. Et on pourrait même rajouter 5 fruits et légumes différents. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir 5 portions différentes de fruits et de légumes. Parce qu'en fait, il n'y a pas un fruit ou un légume parfait qui va amener toutes les vitamines et tous les minéraux. Plus on va avoir de fruits et légumes différents, plus on aura de vitamines et minéraux différents. Et plus ils auront un effet protecteur sur la santé. Donc, variés. Et malheureusement, le corps ne fait pas de réserve de vitamines d'un jour à l'autre. C'est pour ça que chaque jour, on remet les compteurs à zéro. Et c'est pour ça que chaque jour, c'est important d'avoir une diversité et une variété de fruits et légumes, même si d'un jour à l'autre, on remange les mêmes finalement. Voilà. Voilà pour les 5 fruits et légumes par jour. Oui, enfin, la question qu'on se pose souvent, c'est les Français, ils en sont où par rapport à ces 5 portions? Est-ce que les Français, ils les atteignent, ils les dépassent? Est-ce qu'on a des infos là-dessus? Alors, justement, si ça fait partie des recommandations de santé publique, c'est parce qu'en fait, la sous-consommation de fruits et légumes est un des problèmes de santé publique. Parce que chez l'adulte, on est à, en moyenne, 4,2 portions de fruits et légumes sur les 5 minimum, donc on n'arrive pas au minimum. Et chez les enfants, chez les jeunes des 3-17 ans, les habitudes de consommation elles se sont encore plus dégradées. Et ils sont en moyenne à 2,7 portions des fruits et légumes. Donc, ça veut dire qu'ils ne mangent même pas la moitié ou quasiment la moitié du minimum recommandé. Et on sait qu'une sous-consommation de fruits et légumes, ben, on l'a vu, forcément, ça crée un déséquilibre au niveau de l'alimentation et donc ça va augmenter les risques de maladies chroniques qui sont quand même un des graves problèmes de santé publique en France. Et les maladies qu'on voyait apparaître il y a quelques années, quand on a la cinquantaine, maintenant on les voit apparaître chez des plus jeunes. Donc on voit que l'état de santé, en fait, dû à un déséquilibre alimentaire, augmente. D'où ces campagnes de prévention et de sensibilisation qui sont faites par l'État grâce aux recommandations du PNNF. Du coup, Sophie, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus, nous en dire un peu plus sur en fait, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en mange 5 portions de fruits et légumes? Enfin, qu'est-ce que ça nous apporte, les fruits et légumes frais? Alors, manger des fruits et légumes frais, tout le monde le sait, c'est important pour la santé. Il faut, d'ailleurs, le il faut, souvent, c'est très injonctif et ça ne donne pas très envie d'en manger. Ce qu'il faudrait se dire plutôt, c'est qu'en fait, il faudrait trouver du plaisir à consommer des fruits et des légumes. Tout d'abord, l'objectif de manger des fruits et des légumes, c'est de varier son alimentation, parce qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes différents, donner de la couleur à son assiette, parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes de fruits et légumes, et y trouver du plaisir, parce qu'en alimentation, on est tous pareils, on mange ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir. Donc l'éducation nutritionnelle, elle se fait, oui, c'est important, parce que c'est important pour la santé, mais pour développer l'envie d'en manger, il faut y trouver du plaisir, de par la diversité des recettes, des couleurs, etc. Au niveau nutritionnel, ben oui, les fruits et légumes,
Ils apportent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, mais aussi à sa préservation. Donc, ils permettent un bon fonctionnement, mais aussi un effet protecteur des cellules cardiovasculaires, des cellules cardiaques, de tout notre organisme. Ils luttent contre un vieillissement prématuré de nos tissus et de nos cellules. Donc, ils sont essentiels dans une alimentation équilibrée pour diminuer les risques de maladies chroniques. Ensuite, ils ont un autre effet, c'est qu'ils contiennent beaucoup de fibres importantes pour le transit, qui préviennent aussi les risques de certains cancers, notamment les cancers du côlon. Et ils ont aussi un effet, les fibres, elles ont aussi un effet de satiété. Ce qui est intéressant, c'est que quand on mange, de manger et d'avoir de la fibre, ça permet de ralentir la digestion du bol alimentaire et ça permet donc du coup au cerveau de recevoir le signal de satiété, du stop, ça y est, j'ai plus faim. Donc de se rassasier. Et de se rassasier, donc les fruits et légumes permettent de se rassasier grâce à l'effet fibres, tout en apportant en fait très peu de calories. C'est pour ça qu'en quantité, on n'est pas limité avec les fruits et légumes, d'où un peu le clin d'œil, parce que dans les recommandations, vous l'avez entendu déjà depuis le début de la présentation, c'est pas trop de ci, pas trop de ça, et il faut pas. Donc au final, c'est pour ça aussi que la campagne d'Interfel, de l'Interpro, elle est justement, les fruits et légumes, c'est jamais trop, on peut se lâcher, on peut y aller, voilà. Le souci, c'est souvent qu'on n'en consomme pas assez. Et puis, ils apportent beaucoup d'eau dans l'hydratation, puisqu'on a dit que l'eau, elle était importante chaque jour au quotidien, puisque notre corps est composé à 80% d'eau. Un des bémols souvent qui est mis en avant par les personnes, c'est oui, mais les fruits contiennent du sucre, donc attention, moi je ne mange pas de fruits, c'est sucré. Alors, les sucres, pour rappeler ça, il y a plusieurs qualités de sucre. Les sucres qu'il faut limiter, ce sont les saccharoses, le sucre blanc, des bonbons, des gâteaux, de tout ce qu'on appelle couramment sucré, au goût. Les fruits, eux, contiennent des sucres qui s'appellent des fructoses, qui sont des sucres qui sont digérés plus lentement par l'organisme et que l'organisme, du coup, utilise au fur et à mesure sans les stocker. Et puis, il y a un bémol, c'est que même les fruits les plus sucrés contiennent en moyenne 12% de fructose. Donc, ce sont des sucres de meilleure qualité et quand même en faible quantité. Sur des produits sucrés, on est plus à 100% de saccharose. Là, on est sur du 12%. Donc, dans une alimentation équilibrée, on varie les fruits et les légumes. Il n'y a pas de bémol à avoir sur les fruits. Et même si on a du diabète, on peut aussi consommer des fruits sans problème, en les variant. Pour profiter au mieux des bienfaits nutritionnels des fruits et légumes, et notamment des vitamines et des minéraux, il y a une notion essentielle aussi dans l'équilibre alimentaire, c'est que dans les fruits et légumes, on doit varier les fruits et les légumes, mais on doit aussi avoir un apport de fruits ou de légumes crus par repas, c'est-à-dire une crudité. Alors quand on dit une crudité, souvent on visualise l'entrée, le légume, mais ça peut être aussi un fruit cru en dessert, ou en entrée d'ailleurs. Donc avoir un apport de fruits ou de légumes crus dans le repas. Pourquoi? Pour assurer un apport de base en vitamines. Parce que les vitamines sont très sensibles à la chaleur et se dégradent. Donc, en ayant une crudité, on a un apport de base en vitamines. D'ailleurs, une des caractéristiques, j'ai oublié de le dire sur les fruits et légumes, c'est que les fruits et légumes apportent beaucoup de vitamines, mais les fruits et légumes représentent la seule source de vitamine C dans l'alimentation. Et la vitamine C est très importante au niveau antioxydant, au niveau fonctionnel dans l'organisme. Et l'hiver, on connaît aussi ses bienfaits pour stimuler les défenses immunitaires. Pour préserver aussi les vitamines et les minéraux, c'est une cuisson plutôt lente qui va les préserver. Et les minéraux, eux, ne sont pas sensibles à la chaleur, mais ils vont fuir dans l'eau de cuisson. Donc, c'est mieux de cuire à la vapeur. Ça préserve au mieux la qualité nutritionnelle des fruits et légumes. Si on fait cuire dans l'eau et qu'on boit l'eau, on a aussi les minéraux. Donc, la soupe, elle, on préserve les bienfaits. Et puis, quand on a nos préparations de crudité, ce qui est important, c'est de les manger dans la foulée. Ou si on presse un jus de fruits frais, ou si on râpe des carottes, pas laisser dans le frigo jusqu'au lendemain, parce que là aussi, il y a une dégradation qui se fait avec l'oxygène. Donc, et puis, plus le fruit et légumes est frais, plus il aura de bienfaits nutritionnels. S'il est tout flétri, il y aura une perte qui aura commencé à se faire. Donc, bien conserver ses fruits et ses légumes. Voilà les conseils essentiels qu'on peut retenir. Une dernière question, Sophie. Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner pour
pour augmenter facilement et pas à pas notre consommation aux uns aux autres, hein, puisque les Français n'atteignent pas le seuil mini. Alors, comme tu dis Céline, pas à pas, c'est peut-être le premier conseil. Parce que si on en mange déjà très peu, qu'on en mange 2 portions, on ne va pas passer du jour au lendemain, par un effet miracle en claquant des doigts, à une assiette idéale. Donc, on pourra se décourager et se dire non, mais en fait, c'est impossible d'atteindre ça, donc finalement, au final, je fais rien. Donc, le premier conseil, c'est progressivement. C'est chacun à son niveau de voir ce qu'on peut améliorer facilement et comment introduire peut-être déjà un fruit ou un légume facilement. Par exemple, je peux me dire, demain, c'est vrai que je ne mange pas de fruits au petit déjeuner, donc je vais peut-être commencer par m'améliorer, manger un fruit tous les matins au petit déjeuner, commencer par ça et m'y tenir. Et puis progressivement, ça va rentrer dans mes habitudes et je pourrai comme ça, petit à petit, augmenter ma consommation. Parce qu'en fait, grosso modo, pour être bénéficier vraiment des bienfaits de fruits et légumes, il faudrait avoir un fruit et un légume à chaque repas. Alors au petit-déj, un fruit, et ensuite au déjeuner, au dîner, un fruit et un légume, pour arriver aux 5 par jour. Ensuite, profiter de toutes les occasions. Ça veut dire que même si on mange des pâtes, on peut très bien y glisser quelques légumes. Voilà, ça c'est une occasion aussi de faire un plat complet. Gagner du temps, c'est peut-être les crudités qui demandent le moins de cuisine et de préparation en amont, parce qu'il y a ça aussi, le temps de préparation, le temps de cuisson, qui peuvent être parfois et les savoir-faire, qui peuvent être un facteur limitant. Donc c'est vrai que les crudités, c'est facile, ça ne demande pas de temps, c'est facile. C'est aussi pour ça que peut-être l'été, les gens ont l'impression que c'est plus facile. Ensuite, si on fait de la cuisson, c'est s'organiser un minimum. C'est-à-dire que ça s'anticipe, il faut avoir un petit temps d'avance. Et c'est vrai qu'on est dans une société, surtout les jeunes, dans l'immédiat, tout de suite. Et les légumes, ça demande un peu d'anticipation, de préparation. Faut les avoir achetés, il faut les préparer, il faut les faire cuire. Mais il y a des techniques, c'est que quand on se met à cuisiner, on peut très bien le week-end, si on veut cuisiner un plat, par exemple, si j'achète une courge, je la fais cuire en entier, j'en prends une partie que je fais en soupe tout de suite, l'autre, je la laisse au frigo et je la cuisine 2 jours après en gratin ou des choses comme ça. C'est ce qui s'appelle du batch cooking. Ce sont des méthodes maintenant, avec un même fruit ou légume qu'on a préparé, on optimise la cuisson et ensuite, finalement, dans la semaine, on n'a plus que du montage à faire qui est rapide. Et ça limite aussi le gaspillage alimentaire et ça donne de la variété. Ensuite, un conseil aussi, c'est de les laisser en évidence et d'avoir une corbeille de fruits. Parce que souvent, on est tenté de grignoter ou on a une petite faim et on sait qu'on se porte plutôt sur des aliments gras et sucrés, des chocolats, des gâteaux, etc. Si on a une petite corbeille de fruits et des fruits à grignoter, ça peut aussi augmenter notre consommation. Et c'est les mêmes conseils pour les enfants. C'est les mêmes conseils pour les enfants, associer les légumes aux féculents, laisser les fruits à la vue, ça donne plus envie d'en consommer, avoir une corbeille avec plein de couleurs, de variétés, et puis impliquer les enfants, les impliquer dans les actes, dans l'achat. Alors dans l'achat, on les amène acheter les fruits et légumes, on les amène voir sur les étalages, ils découvrent, ils se familiarisent, plutôt que d'avoir quelque chose dans l'assiette qu'ils ne connaissent pas. On les implique dans la cuisine, on les fait participer, ils aiment bien mettre la main à la pâte, puis quand on l'a préparé, c'est meilleur, ça donne plus envie d'en manger ou de le goûter en tout cas. Et puis on force pas, on propose et on repropose. Et souvent, on dit qu'il faudrait proposer au moins 7 ou 8 fois un plat, un légume, et l'avoir goûté 7 ou 8 fois, et le proposer beaucoup plus pour l'aimer. Et souvent, on se décourage avant parce que autant le goût sucré, c'est naturel, autant les goûts amers, acides, dont les légumes sont plutôt dans ces saveurs-là, c'est moins facile à aimer. Ça demande une éducation nutritionnelle, donc il ne faut pas se décourager. Et puis, il ne faut surtout pas utiliser la nourriture comme une récompense ou une punition. Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Et valoriser toujours le produit gras et sucré plutôt que le fruit et légumes. Voilà, ça, c'est les grands conseils. D'ailleurs, vous les retrouvez sur notre site internet, mais on le donnera à la fin. Et pour finir, parfois, on a des consommateurs qui pensent que les fruits et légumes, c'est plus facile l'été que l'hiver. Et Sophie, qu'en penses-tu, toi? Donc, j'ai un peu répondu déjà, mais c'est vrai, en fait,
c'est plus facile, peut-être parce qu'il y a plus de crudité, mais souvent ils pensent aussi qu'il y en a plus, qu'il y a plus de choix. Alors c'est vrai que sur le printemps, il y a des fruits et légumes qui durent pas longtemps, c'est aussi cet effet où on se lasse moins, et l'hiver a été long et il nous tarde les beaux jours et les fruits qui vont avec. Mais il y a tout autant de variétés de fruits et de légumes l'hiver que l'été, donc ça c'est un peu une idée reçue qui est fausse. Et voilà. Peut-être que l'hiver aussi, il y a moins de crudité, il y a plus de recettes, il y a plus de savoir-faire à avoir. Donc, du coup, il y a un calendrier de saison qui existe sur notre site avec des recettes associées à chaque légume, mais on le détaillera à la fin. Voilà. Donc, je laisse la parole aux questions, aux idées reçues sur la viande et à Sylvie. Merci, mesdames. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Merci à vous. Donc la première question que je voulais poser, Sylvie, c'est que sur des événements, on ressent souvent des personnes qui nous demandent si on mange pas trop de viande en France aujourd'hui. Qu'en est-il? Alors déjà, si on définit la viande, c'est quand on parle de viande, c'est souvent hors volaille. On entend bœuf, veau, agneau, porc, cheval et chevreau. Voilà, c'est ce que quand on utilise ce mot-là, voilà les animaux qui sont derrière. Ensuite, en ce qui concerne la consommation de viande, 82% mangent moins de 500 grammes de viande par semaine. Ces fameux 500 grammes que je vous ai exposés lors des recommandations du PNNS. Effectivement, on a étudié un petit peu les différents consommateurs et il y a des petits consommateurs de viande, il y a des grands consommateurs de viande et puis il y a des consommateurs moyens. Donc ça concerne surtout les grands consommateurs de viande qui sont, voilà, c'est 20% de la population. C'est peut-être eux qui devraient surveiller cette quantité de viande, hein, mais sinon, globalement, mettons pour la viande rouge, par exemple, si on reste sur la viande rouge, on est à moins de 300 grammes par semaine de viande rouge. Donc, on n'est actuellement pas dans l'excès de consommation de viande. Alors, on a entendu l'intérêt de consommer des fruits et des légumes. Qu'en est-il au niveau de la viande et y a-t-il des éléments un peu différents par rapport à l'âge des personnes? Alors oui, tout à fait. Bon, déjà, la viande, c'est une source naturelle de vitamines et de minéraux. Alors, le premier, alors vous voyez une petite assiette où on voit des légumes et de la viande parce qu'effectivement, c'est complémentaire. La viande est une excellente source de fer, sauf que pour qu'il soit absorbé, il faut qu'il y ait de la vitamine C. Donc, vous avez vu tout à l'heure les sources de vitamine C. Donc, c'est en associant les deux qu'on va pouvoir avoir une bonne santé. Donc, la viande est source de fer et aussi une excellente source de vitamine B12, une excellente source de zinc et de sélénium. C'est vraiment la particularité. Si on fait un focus sur le fer sur la diapo suivante, on voit bien donc qu'il faut associer les légumes à la viande pour pouvoir assimiler le fer, mais on sait aussi que le fer qui est dans le fer des viandes, le fer animal, est 2 fois mieux assimilable que le fer végétal. Effectivement, on a du fer dans certaines légumineuses, mais on sait qu'il est plus absorbé, il est mieux absorbé dans la viande, surtout, et si il est accompagné de fruits et légumes, donc de vitamine C. Hein. Ensuite, au niveau de la B12, alors la B12 est une vitamine que l'on trouve seulement dans le règne animal. C'est une vitamine qui participe à la formation des globules rouges, donc du fonctionnement aussi immunitaire. Ça participe à la réduction de la fatigue. Donc, cette vitamine B12 qu'on a dans ces aliments d'origine animale, dont la viande, est essentielle à notre consommation quotidienne. Alors, on prend un exemple sur 100 grammes de rôti de bœuf. On voit que 100 grammes de rôti de bœuf sur notre besoin en B12, ben déjà, ça couvre 50% de nos besoins. Sur le zinc, ça couvre 55% de nos besoins nutritionnels. Sur le fer, on est à 20%. Mais ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que c'est un très bon apport en protéines. Hein. Les protéines qui ont un rôle sur notre masse musculaire, sur la construction et l'entretien de la masse musculaire.
Alors, selon les âges, c'est une question intéressante parce que les besoins des enfants ne sont pas tout à fait les mêmes des besoins des adultes. L'enfant, il a besoin de construire sa masse musculaire, donc il a besoin de protéines pour construire. Alors, l'adulte en a besoin aussi, mais c'est peut-être un petit peu moins important puisqu'on est plutôt dans l'entretien de cette masse musculaire, parfois reconstruire effectivement, hein. Sachant que notre apport en protéines, pour être le plus juste possible et le meilleur pour notre santé, il doit être 50% d'origine animale et 50% d'origine végétale. Donc ces protéines animales restent essentielles dans notre consommation quotidienne. Donc, essentiel pour l'enfant parce qu'il construit, essentiel pour l'adulte parce qu'il entretient. Il y a deux catégories, là je n'ai parlé que d'une, c'est les femmes en âge de procréer qui ont des risques de carence en fer avec les règles mensuelles. Donc, c'est un public auquel il faut faire attention et du coup, la viande reste un très bon apport en fer. Et puis, il y a aussi les personnes âgées. Aujourd'hui, on est vraiment dans la prévention de la dénutrition et effectivement, c'est prévenir la dénutrition, c'est entretenir la masse musculaire, éviter de la perdre. Et ça, c'est aussi grâce à l'apport en protéines, et notamment les protéines animales qui sont quand même mieux absorbées et mieux pour la construction de la masse musculaire, hein. Donc, pour limiter la dénutrition. Donc, voilà, à chaque âge, son besoin en viande. Alors, Sophie nous a bien détaillé les portions de fruits et légumes. Et Sylvie, c'est quoi une portion de viande? Alors, tout simplement, on va utiliser notre main aussi, hein. Ce qu'on appelle une portion de viande, c'est la paume de la main. Donc, selon sur un enfant de 4 ans et sur un adulte homme, on va dire 2,90 m, on voit bien que la portion n'est pas la même. Donc, c'est la paume de la main avec l'épaisseur du petit doigt. Voilà ce qu'on appelle une portion. Et aujourd'hui, les recommandations, c'est 1 à 2 portions par jour. Voilà, selon les goûts, les appétences, les préférences, hein. Donc, la main va être vraiment d'une utilité importante pour un peu avoir une idée et en tout cas pouvoir exprimer combien de portions on consomme de viande ou de fruits ou de légumes ou même de pâtes. Voilà, ça nous donne une petite idée de portions. Et donc, dans une famille, quand chacun se sert, voilà, on peut reprendre l'histoire aussi de Boucle d'or et les 3 ours, hein, chacun sa portion en fonction de sa taille. Et quels sont les critères pour bien choisir son morceau de viande? Alors, ça, c'est important parce que souvent, les gens disent, voilà, la viande est dure. Alors, on a ça chez les personnes âgées ou même chez les enfants. Comme elle est trop dure, finalement, on la mange pas, on n'arrive pas à la couper. Bon, il faut savoir que déjà, selon comment on va cuisiner, on va choisir le morceau. C'est-à-dire, il existe dans l'animal des morceaux plutôt à cuisson lente. C'est plutôt, par exemple, chez le bœuf, les morceaux de l'avant. Et il y a plutôt aussi des morceaux à cuisson rapide. Alors, cuisson lente, avant, ça va être des bourguignons, des bœufs en sauce. Et cuisson rapide, ça va être plutôt le steak. Et qu'on va retrouver plutôt dans l'animal, sur l'arrière de l'animal. Donc, qualitativement, nutritionnellement, c'est les mêmes qualités, ça ne change pas. Mais par contre, dans une cuisson lente, il va falloir que le collagène fonde. Donc, ça va être des cuissons de 1 heure, 2 heures, 3 heures pour avoir cette tendreté et ce fondant dans le morceau. Effectivement, si on prend un morceau avant et qu'on le fait griller, on aura peut-être un moins bon résultat. Donc, le choix du morceau est important. Donc, cette tendreté aussi, il y a une autre façon, il faut faire attention au mode de conservation, c'est que la maturation de la viande va jouer sur la tendreté. Alors, on sait que par exemple que le sous-vide facilite la maturation
Et lorsque vous achetez une viande sous vide, ben, il vaut mieux la prendre avec le plus tard possible, le plus près possible de la date limite, parce qu'elle sera plus maturée, elle sera plus tendre. Et franchement, entre une race à viande et une race laitière, s'il y a une bonne maturation, on peut avoir de la tendreté dans les deux viandes. Et c'est des fois difficile de faire la différence sur l'origine de la viande. Et enfin, eh ben oui, le gras véhicule le goût, hein. Ça, c'est pas nouveau. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les clients chez le boucher ont tendance à demander des viandes maigres parce que, oui, ben, le gras, c'est pas très bon pour la santé. C'est pas très bon pour la santé, mais en même temps, c'est ce qui véhicule le goût. Donc, si c'est pour acheter quelque chose que l'on ne va pas manger ou en tout cas pas avec plaisir, ben, ou qu'on va finir par jeter, c'est pas intéressant. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand même, quand il y a un petit peu de gras dans la viande, ben, il y a un petit peu plus, c'est plus fondant, ça véhicule le goût, donc c'est plus goûteux. Et une viande un petit peu grasse va apporter plus de plaisir. Parfois, effectivement, dans les restaurants, c'est à ce moment-là qu'on va prendre la viande grasse parce que c'est pas nous qui l'achetons, hein. Mais le persillé de cette viande, c'est ce qui va nous amener ce plaisir. Mais maintenant, voilà, une viande à 6% de lipides, c'est pas très très gras, et pourtant, ça reste la moyenne des viandes. Des viandes de boucherie, hein. Donc, c'est pas très très gras. Après, voilà, c'est comme on dit, c'est la sauce qui va faire ou l'accompagnement qui va faire que c'est peut-être moins bon pour la santé. Mais en tout cas, la viande bien achetée et bien cuisinée. Donc, on va parler de la diapo suivante sur le rôle du cuisinier, parce que le cuisinier, ben voilà, c'est lui qui va choisir le morceau et qui va adapter le mode de cuisson, le temps de cuisson, le mode de cuisson, et qui va donc amener ce plaisir, hein. Après, il faut tenir compte des goûts de chacun. On a des préférences, hein, du bleu, du saignant, du bien cuit. Donc voilà, le mode de cuisson et le rôle du cuisinier est important dans le plaisir de la viande. Et j'ai une dernière question. En restauration collective, les acheteurs, quand ils élaborent leur marché, souvent ils s'appuient sur une recommandation d'un groupe d'experts qui évoque 4 repas comprenant de la viande de bœuf, de veau, d'agneau, non hachés sur 20 repas. Pourquoi? Oui, parce que du coup, on est sur quand même des produits de qualité. Viande non hachée, parce que si on finit par manger du mou tout le temps, et c'est malheureusement aujourd'hui la société va vers ce côté-là, hein. Sophie a précisé, a parlé des crudités tout à l'heure, hein, et du rôle de la mastication. Effectivement, c'est hyper important d'avoir des viandes entières, d'avoir des crudités pour amener cette mastication, parce que comme disait Sophie, ben, ça va, comme les fibres, hein, ça va amener ben, la perception du moment où il faut s'arrêter de manger, du rassasiement. Et on va pouvoir aller dans cette période de satiété, de non-faim, paisiblement, en ayant mangé juste, hein. Donc la mastication a un rôle vraiment dans la régulation de la prise alimentaire, donc prévention de l'obésité, hein. Mais la mastication a aussi son rôle dans une assimilation des différents nutriments, dans la digestion des glucides et dans une digestion, on va dire, plus confortable, plus confort, hein. Donc, si on est sur tout du haché, ben, on avale, et en même temps, si on est sur du haché, on ne prend pas le temps de mâcher, et lorsqu'on mâche, c'est à ce moment-là qu'on libère les molécules aromatiques, c'est à ce moment-là qu'on va avoir du goût, du plaisir. Plus longtemps ça reste en bouche, plus longtemps on a l'impression d'avoir beaucoup mangé, mais aussi c'est à ce moment-là qu'on va libérer ces molécules volatiles et percevoir tous ces arômes et avoir du plaisir, hein. Déjà, quand le plaisir, comment on donne envie? Ben, c'est nos sens qui nous donnent envie de manger. La couleur, la forme, l'aspect, ça c'est le visuel, mais aussi l'odeur, mais aussi la texture via le toucher, mais aussi ben, finalement, oui, le goût,
Puis l'ouïe, vous savez, la viande qui crépille, le barbecue qui cuit, voilà, tous ces bruits-là participent à donner envie. Et alors, dans l'ouïe, donc je parlais des bruits du crépitement, de la viande qui grille, voilà, ça donne envie. Mais vous avez les mots qui accompagnent pour donner envie. Pour parler de la viande, il y a un vocabulaire extrêmement riche. Par exemple, si on va sur la diapo suivante, pour le bœuf, on peut parler d'une viande tendre, soyeuse, qui roule sous la dent. Vous avez la limousine, par exemple, on va avoir un petit peu ce côté qui roule sous la dent. On peut avoir sur les textures un peu onctueuses. Bon, ça c'est pour le bœuf, hein. Il y a de la description à l'œil au niveau des odeurs, par exemple, sur l'agneau, on peut sentir ce muscle, cette animalité, on peut avoir ce grillé. En texture, on peut avoir cette viande aussi soyeuse, on peut avoir des saveurs plutôt lactées parfois sur l'agneau. L'agneau de lait, par exemple, hein. Et puis, sur, par exemple, le veau, on peut avoir encore d'autres. Le veau, on a sur la couleur aussi, hein. On a des blancs, on a des rosés clairs, on a des textures moelleuses, tendres, amples au niveau de la jutosité. Enfin, tous ces mots-là vont accompagner le morceau de viande et vont donner envie d'y goûter. Et le final, je suis tout à fait d'accord avec Sophie, c'est quand même le plaisir, hein. Le plaisir alimentaire, c'est pour ça, c'est entre autres pour ça que on partage ce moment à table et qu'on se réjouit avec tous ces goûts, hein. Alors, Marie vous a parlé tout à l'heure du flexitarien. Ben, finalement, le flexitarien, ben, lui va manger de tout, hein. C'est un consommateur éclairé, c'est notre omnivore du 21e siècle. Il va manger des aliments d'origine animale, aussi bien que végétale, du coup, une bonne santé. Il est libre de choisir son alimentation. Il va manger en conscience, donc il va prendre le temps de mâcher, de prendre plaisir, de ressentir les sensations gustatives. Du coup, le fait de mâcher, de prendre le temps, il va être en quantité raisonnable et il va être dans le plaisir, tout en étant dans l'équilibre, la variété et tout en étant dans cette démarche d'alimentation locale et d'alimentation durable. Donc, j'espère que tous les flexitariens qui participent à ce webinaire ont pris plaisir. Aimez la viande, mangez-en mieux et je laisse la parole à Agatha pour conclure. Tout ça nous donne envie et je pense que notre repas du midi n'aura pas la même saveur que d'habitude. Bon, merci, merci mesdames. Pour conclure, on voulait, avant de vous laisser la parole, parce qu'on a prévu de se prendre quelques minutes quand même pour échanger avec vous, recueillir vos questions et y répondre. On voulait déjà vous remercier dans un premier temps et vous communiquer quelques liens sur lesquels, bien sûr, vous aurez, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez le replay, vous aurez la présentation également que je vais vous envoyer à la suite de ce webinaire, plus voilà, tous les liens utiles sur lesquels, les sites sur lesquels vous allez pouvoir télécharger un certain nombre d'éléments. Et donc, je laisse terminer Céline et Marie sur ces 2 diapos avant de passer aux questions. Donc voilà, on vous a mis deux sites à consulter si vous avez des questions sur les fruits et légumes frais. Alors tout d'abord, le site grand public d'Interfel qui est les fruits et légumes frais, où là-dessus, vous allez avoir tout un tas de contenus pour vous accompagner dans vos échanges avec les consommateurs. Donc Sophie l'a signalé, de nombreuses fiches recettes. Vous avez également des liens vers une action qui fonctionne hyper bien, qui s'appelle les menus de la semaine, jamais trop économe. Donc Sophie vous l'a dit, elle fait partie du réseau des diététiciens d'Interfel. Ils sont 17 à se relayer tout au long de l'année pour chaque semaine établir en fait des menus qui font la part belle aux 5 portions de fruits et légumes frais. Et donc qui donne des idées. C'est un site qui marche très très bien. Il ne faut pas hésiter à renvoyer les consommateurs sur ce site-là. Et puis voilà, vous trouverez aussi sur ce site calendrier de saisonnalité, tout un tas de conseils. Si vous souhaitez creuser un peu plus les questions, on va dire scientifiques, nutritionnelles, on vous renvoie vers le site d'Aprifel
qui est l'agence santé, entre guillemets, de la filière des fruits et légumes frais. Et donc là, vous trouverez du contenu vraiment beaucoup plus technique avec des fiches nutritionnelles, espèce par espèce, et puis des données scientifiques qui viennent appuyer tous les discours santé qu'on a pu vous donner, des recommandations plus précises. Donc voilà, on vous encourage à aller vous connecter. Je ne sais pas, Sophie, si j'ai oublié quelque chose. Je viens de penser aussi, oui, il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'en fait, il existe aussi, ces communications sont faites aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, vous avez des comptes Aprifel et des comptes Les Fruits et Légumes Frais. Donc, si vous-même, vous avez des réseaux sociaux, vous pouvez aussi partager les menus à votre communauté ou partager les recettes sur les fruits et légumes à votre communauté. Donc, allez voir sur le site Les Fruits et Légumes Frais, enfin sur le site, sur le profil Facebook ou Insta des fruits et légumes. On ne manquera pas de mettre les liens dans le compte rendu. Merci Sophie. Agatha. Marie. Oui, alors je voulais présenter 3 sites. Le premier site, c'est Naturellement Flexitarien, qui accompagne en fait le consommateur vers une consommation de viande plus raisonnée, plus durable. Le deuxième site est une mine d'infos très importante, c'est laviande.fr. Là, on peut tout savoir, ça s'adresse aussi bien au grand public qu'aux éleveurs qui veulent avoir des informations. Il y a des fiches recettes, des vidéos recettes. On trouve des éléments sur la nutrition, sur la sécurité sanitaire, mais aussi des réponses par rapport aux interrogations sur l'environnement, la bientraitance animale, etc. Le troisième site que je voulais vous présenter, c'est Mon assiette, ma planète, qui s'adresse avant tout aux instituteurs ou aux professeurs en termes donc de scolaire. En fait, on peut réserver des interventions en école en binôme d'une diététicienne, donc Sylvie pour la Nouvelle-Aquitaine, avec un éleveur. Et des fois, on est aussi à la recherche d'éleveurs ou d'éleveuses pour intervenir dans les classes. Donc, les profs s'inscrivent et disent, moi, j'aimerais bien une intervention pour parler de l'environnement ou de l'élevage. Et on peut également réserver des déplacements et des visites dans des entreprises de la filière. Et donc, Interbev Nouvelle-Aquitaine cofinance en fait les déplacements. Donc, on prend en charge une partie du bus. Donc là aussi, on est en recherche d'acteurs, de professionnels de la filière qui peuvent accueillir des scolaires. Et je voulais vous parler aussi de l'application mobile d'Interbev, donc qui permet aux éleveurs et aux éleveuses d'aller consulter leurs données d'abattage, mais aussi d'accéder à pas mal de questions-réponses sur tous les points qu'on a vus aujourd'hui. Donc, vous pouvez la télécharger et ensuite, voilà, l'inscription est validée par Interbev. Voilà, merci beaucoup Agatha pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous, mesdames. Et je dirais aussi que c'est important, le public scolaire, parce que ce sont les consommateurs de demain et qu'on a besoin de les sensibiliser à ça et qu'on voit qu'aujourd'hui, on a encore des grands pas à franchir en termes d'alimentation. Ce n'est pas si évident que ça. Voilà, ces recommandations, on peut les avoir entendues et les connaître tous, mais après, dans la mise en application dans notre quotidien, ce n'est pas toujours aussi facile et que la pédagogie, c'est aussi la répétition et que ça passe par l'ensemble des acteurs de la filière, dont les agriculteurs. Donc voilà, merci à vous, mesdames. Et du coup, je vous propose de passer à un petit temps de questions. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez avoir accès au replay de ce webinaire ainsi qu'à la présentation. Je vous l'enverrai, bien entendu. Et on voulait toutes vous poser la question, est-ce que vous avez besoin d'approfondir certains sujets? Est-ce que là, on a proposé voilà, ce format de webinaire, mais est-ce que la question est ouverte? Est-ce qu'on a besoin de creuser certains aspects et d'aller plus loin? Voilà, on vous laisse la parole pour réagir à la suite des éléments qu'on a pu vous apporter ce matin. Si vous avez des questions, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Brigitte. Alors, déjà, je vous remercie pour cette intervention fort vivante. Moi, j'ai beaucoup aimé le rythme que vous avez su y donner. J'ai cru comprendre qu'il y avait un aspect théâtral, ben, c'est réussi. Ça, c'est la première chose. Moi, j'avais quand même une question concernant les viandes. Vous avez précisé au tout début que dans le vocable viande, on ne mettait pas les volailles. Mais alors, la question que je me suis posée en écoutant la personne qui a présenté tout ce qui était quantité à consommer, l'intégration des viandes dans son alimentation,
comment en fait on gère l'intégration de la volaille dans son alimentation? Est-ce que ces grammages concernaient finalement les volailles, là en termes de fréquence de consommation, ou est-ce que la volaille finalement, vu qu'elle n'a pas les mêmes qualités nutritionnelles, j'imagine que les autres viandes rouges, on peut en manger, alors pas autant qu'on en veut bien évidemment, mais plus facilement, plus aisément, ou est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre par rapport à la viande de volaille? Non, moi, je pense qu'il faut surtout varier, manger de tout. Et voilà, un jour de la volaille, un jour du bœuf, un jour du poisson, un jour des œufs. Et c'est la variété qui va faire que l'on va couvrir au mieux nos besoins. La variété, et il va falloir... voilà, la volaille, elle est peut-être un petit peu moins riche en fer, mais elle est aussi riche en protéines que la viande, hein. Donc, il faut alterner toutes ces viandes. C'est vrai que la viande rouge est particulièrement riche en fer, un peu plus riche que la volaille. Voilà. Mais l'idée, ça reste de varier. Est-ce que j'ai répondu? Absolument, vous avez répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est Cécile, en Oui, Charente. Cécile. Bonjour. Oui, merci beaucoup. C'est toujours des sujets passionnants parce que c'est un argument pour nous de vente, hein, de vendre des bons produits de la ferme, évidemment, et on est toujours avide d'enrichir notre discours. Alors moi, je fais des noix, donc je suis dans les fruits à coque, donc je suis pas la viande, je suis pas les fruits frais, mais on est bien dans les recommandations nationales, évidemment. Et moi, j'ai un sujet qui m'intéresse, c'est l'ultra transformé. Alors peut-être que j'ai dû m'absenter un petit peu pendant le webinaire pour une petite urgence là sur la ferme, mais peut-être vous en avez parlé. Est-ce que vous avez des ressources intéressantes, des liens vers lesquels on pourrait se tourner pour utiliser des argumentaires contre justement l'ultra transformé? Moi, j'ai envie de dire, vous avez déjà le PNNS, hein? Il en parle, le PNNS? Ah, oui, dans la réduction, peut-être que tu peux remonter la diapo, Agatha, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Si on Je prend la peux le diapo remettre, ouais. bleue, voilà. Donc, dans les recos du PNNS, il y a effectivement de réduire et de favoriser. Voilà. Ah oui, Vous voilà. avez augmenté le fait maison. Et en bas, vous avez sous les produits sucrés gras salés, il est Ah recommandé de oui. limiter les boissons sucrées, les aliments gras sucrés et ultra transformés. C'est vraiment un des objectifs du PNNS, hein. Et est-ce que vous savez si il y a des ressources, enfin, des liens vers des études ou de la documentation scientifique qui permet justement au PNNS de prouver qu'il faut réduire ça? Est-ce que Euh, ça doit être sous-tendu par des études, je pense? Est-ce qu'ils oui, font oui, oui, bien est-ce qu'il y a, sûr, bien est-ce qu'il sûr. y a des liens peut-être quelque part sur leur site? Mais j'irai voir sinon. Mais déjà, c'est intéressant de voir que c'est vraiment écrit. Et puis, pardon, parce Oui. que je ne l'ai pas remarqué tout à l'heure. Ouais. Et Déjà Cécile, sur je le pense... site, ce sera plus détaillé, ce sera plus étoffé. Là, c'est vraiment un résumé du Ouais. PNNS. Après, Ouais, je vais aller sur le le site. PNNS Ouais. développe chaque point, donc il y aura plus d'infos. Ouais. Ouais, Et merci. Sur on est... mangerbouger.fr, hein. Mm. Vous allez sur mangerbouger.fr et vous allez aller sur le PNNS, le Plan National Nutrition Santé 2019-2024, ou le numéro 4, il s'appelle aussi, PNNS 4. D'accord, ça marche. Merci. Et on est d'accord, les noix sont des fruits frais. Alors, on est chez Interfell, mais il y a pas Interfell fait pas beaucoup pour nous, hein, pour l'instant, à part prendre des cotises. Mais bon, il y a Les noix font partie des fruits et légumes frais et on les met, Ouais. mais on les met bienfaits nutritionnels, mais elles en ont d'autres en plus particuliers. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on est toujours dans le général, parce que ce qui est vrai pour tous les fruits Ouais. l'est pour la noix, mais ce qui est vrai pour la noix l'est pas pour tous les fruits, parce Oui, que oui, c'est quand c'est même ça. un fruit oléagineux plus. Mais il y a des recettes sur les noix, vous pouvez renvoyer sur le Oui. site les fruits et légumes frais, Ouais. sur les noix il y a des recettes, et dans nos menus on en intègre aussi. Sur Ouais, les menus parce que des noix, semaines. huile de Vous noix, regarderez. la filière est vraiment en Ouais. grande difficulté depuis Je 3 sais. ans. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup plus des institutions nationales pour faire beaucoup plus de communication sur Alors, notre filière. il y a eu des temps forts, et justement, ce qui est intéressant dans les menus mis en place chaque semaine par le service com et le réseau des diététiciens, c'est que ça vise
le prix, le budget, que ce soit accessible, ça vise l'équilibre alimentaire, que la proposition réponde à ça. Et ça vise aussi, c'est en collaboration aussi avec les commissions marché qui visent chaque semaine aussi l'état des marchés de chaque produit, de dire ben là, cette semaine, peut-être il faut insister un peu plus sur celui-là, sur ça, en fonction de voilà, la saison. Donc c'est aussi en collaboration, mais bon, on essaie, voilà. Pour info, il y a une soyez pas interprofession. Ouais, il y a juste Oui. une info à partager. Il y a une interprofession nationale qui est en train de se créer et qui va permettre justement de booster la communication. Mais c'est tellement long, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le truc. C'est dingue. Voilà, Mais bon. Et soyez rassurés, alors moi je ne l'ai pas précisé comme Marie tout à l'heure, mais le président du comité régional d'Interfel Nouvelle-Aquitaine est un producteur de noix et il est également administrateur à Interfel. Donc je peux vous assurer qu'il parle Il s'en occupe tout le temps de la noix. Et effectivement, parfois ça avance pas suffisamment vite, mais il y a quand même des petites choses qui sont faites avec vos cotisations. Après, c'est vrai que nous, on est interprofession fruits et légumes. Sur la noix fraîche, après, c'est vrai qu'avec la noix, en plus, les huiles et tout, elles sont tellement extra aussi. Bon, on met aussi des huiles et tout, même si c'est pas dans nos, il faut. recours, mais on fait aussi des idées de vinaigrette, des idées comme ça pour nos crédits. Merci, mesdames, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, bonjour à tous. J'avais 3 questions. Moi, je suis animatrice Bienvenue à la ferme en Dordogne et je suis aussi éleveuse à côté en bovin. J'avais donc mes 3 questions. Déjà, je trouve que les supports d'Interbev sont super bien faits, les supports pédagogiques avec des chiffres sur les habitudes de consommation, sur plein de choses. Est-ce qu'éventuellement, ils sont accessibles quelque part pour être téléchargés par les agriculteurs? Ouais. Sur le site La Viande, vous avez toutes les infographies. Et il faut savoir qu'on en a diffusé dans chaque département. En fait, on fait des petites infographies sur des Aquilux. Alors, c'est pas 1 mètre sur 1 mètre, mais je dirais 80 cm sur 80 cm pour mettre sur les foires, sur les salons, sur les marchés, pourquoi pas. Et donc, normalement, il y a un lot en Dordogne. Mais si la Chambre en veut vraiment un, je peux faire passer aussi un petit lot avec les principales infographies. Ah bah, ce serait top, ouais. Ok, Ouais. et ben dans ce cas-là, je vais à Boulazac la semaine prochaine, je peux m'arrêter à la Chambre. Ok. J'ai un petit lot vraiment avec les trucs les plus classiques, quoi, la portion de viande, la consommation de viande, les éléments, voilà, tous les éléments qu'a apporté Sylvie. Ok. Je note. Et bah, du coup, ouais, vous pouvez le déposer à mon attention. Ok. Très bien. Et ouais, du coup, Interfel peut-être aussi le même genre d'infographie? Bon, nous, on est une plus petite interpro que la viande, hein, les fruits et légumes frais. Donc, on n'a pas de kits et de supports comme ceux que je pense vous évoquez, hein, pour la viande. Par contre, on a pas mal de ressources sur les 2 sites. Donc, éventuellement, on peut regarder ensemble s'il y a des ressources qui vous intéresseraient plus. Mais là, moi, à ma connaissance, voilà. Après, pour les professionnels de la filière, uniquement pour les professionnels de la filière, parce que pour limiter, voilà, au niveau budget, malheureusement, on ne peut pas ouvrir plus, mais pour les professionnels de la filière, ils peuvent s'inscrire sur le site Interfel, la web boutique, et recevoir des éléments de communication, mais en lien avec les campagnes de communication pour favoriser, plutôt côté consommateur, mais pour favoriser la cuisine, l'envie d'en manger que des infographies pédagogiques nutrition, quoi. Nous, c'est plus axé sur sur les axes de communication pour donner envie d'en manger, des recettes colorées, des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, c'est un choix... Mais dans les points de vente du réseau Bienvenue à la ferme, ça peut être intéressant aussi d'en avoir pour ses clients, ouais. Donc, il faut créer... des fiches recettes. Les fiches recettes, des affiches pour donner, décorer son... Donc, il faut créer, faut s'inscrire sur la web boutique et sur le site Interfel. Voilà. Là, c'est sur un autre, c'est pas sur le site Les Fruits et Légumes Frais. C'est sur le site ouvert uniquement aux professionnels. Voilà. Et pour ça, il faut qu'ils cotisent ou ils
cotisent forcément s'ils sont producteurs de fruits et légumes? Normalement, ils cotisent. Cotisent Ok. soit directement, enfin, tout dépend de leur mode de commercialisation, mais normalement, ils cotisent. Mais si vous voulez, enfin, je pense qu'Agatha mettra nos coordonnées Oui, avec le pas de souci. webinaire. N'hésitez pas à nous contacter après en direct et puis on peut regarder, pourra regarder hors du cadre du webinaire pour créer des comptes. C'est support. Ok, ça marche. Mes autres questions, c'était Interbev aussi là, qui proposait via le site Mon Assiette, Ma Planète, donc qui était plutôt à destination des enseignants, de l'accueil du public scolaire. S'il y a des fermes qui souhaitent se référencer pour faire appel à un nutritionniste pour une animation ou qui seraient dispo pour aller dans les écoles, comment ils peuvent faire? Alors, il y a deux choses. Effectivement, on recherche des co-intervenants aux côtés de Sylvie pour intervenir dans les écoles. Au niveau de la démarche, on fera une mini-formation. Donc, on n'a pas besoin énormément d'éleveurs, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir en local. Sylvie, en Dordogne, je Il y suis a pas Tom. sûre. Il y a Tom. Tom. Voilà, donc on a quelqu'un. Ok. Après, il y a des départements où on n'a vraiment personne, où on galère. Mais- Voilà. Tom, je ne sais pas c'est si on a besoin d'un deuxième. c'est quand même bien parce que Tom, tu sais, il avait eu un problème et du coup, j'avais fini toute seule. Mm. Donc, c'est bien d'en avoir deux, qu'il y en ait un qui puisse prendre le relais si un n'est pas disponible au dernier moment ou voilà. Et Ouais. ça peut être partout sur le département où il y a un secteur à Oui, privilégier? non, ça peut être partout. Et après, nous, on va cibler plutôt dans ce cas-là où est-ce qu'il habite. Ça nécessite une mini-formation. C'est pas énorme, hein, mais c'est un petit point avec Sylvie. Soit on fait une formation avec l'ensemble, mais aujourd'hui, on arrive à former les co-intervenants assez rapidement. Et au niveau de la démarche, c'est bien les enseignants qui s'inscrivent et derrière, nous, on déclenche l'intervention. Hmm. Mais oui, s'il y a un éleveur ou une éleveuse qui est intéressé, on est preneur. Ça, c'est clair. Ok. Au niveau des visites, comment ça se passe? Donc, on reçoit des demandes. Par exemple, en 2024, on a eu une quinzaine de demandes un peu partout en région. Donc, l'idée, c'est d'aller au plus proche de l'école pour pas qu'il y ait trop de transport. Ouais. Et donc, on va dire, on peut pas programmer à l'avance au niveau géographique. Par contre, si vous acceptez qu'on vous contacte, quand on a une demande, on vous contacte. Aujourd'hui, on s'appuie pas mal sur la FNSEA ou les jeunes agriculteurs pour trouver les éleveurs. Mais si vous dites que vous êtes une correspondante, on vous ajoute au listing et quand on a une demande en Dordogne, on vous appelle. Ah bah, je veux bien avec plaisir, ouais. OK. Du coup, OK. on a un réseau de fermes pédagogiques aussi, et puis on a plusieurs producteurs sur ces thématiques-là qui peuvent être intéressés, ouais. OK. Et après, si jamais un éleveur, lors d'une animation qu'il fait sur sa ferme, voudrait faire intervenir un nutritionniste d'Interbev, est-ce que ça, c'est éventuellement possible ou pas? Mais il faut voir avec Sylvie, ça, on ne prendra pas forcément en charge parce que ça ne fait pas partie. En fait, au niveau d'Interbev, on a une note de cadrage qui nous dit, voilà, les priorités cette année, c'est ça, ça, ça. Les interventions qu'on prend en charge, c'est voilà, soit en école ou alors quand on a un nombre de public assez important. Par contre, si l'éleveur veut une formation, on pourrait imaginer en fait de faire une formation ou une demi-journée complète d'information auprès des éleveurs pour que eux ils consolident leurs données et leurs connaissances au niveau de la diététique et de la nutrition. Ok. Bon, bah, Ça, du on coup, l'a fait en Corrèze, hein, Sylvie. On a fait une journée avec des éleveuses, je crois, de tête. Oui, on avait fait la formation pour animer, on avait cumulé sur une même journée la formation pour co-animer en école et la formation pour valoriser ses produits, avoir des arguments sensoriels, nutritionnels ouais. pour valoriser le produit. Mm. Donc Ok. j'avais fait une journée en Corrèze, oui, C'était entière. c'était un petit peu en ce sens aussi qu'on voulait vous questionner, c'était de savoir est-ce qu'il y a des besoins, voilà, d'aller plus loin parce que là, un webinaire d'1 heure, peut-être que ça ne peut pas suffire pour que les agriculteurs puissent bien s'approprier ces éléments de langage et du coup, la formation peut être un bon complément. Bah, ça m'amène aussi à ma troisième question justement par rapport à ça. Je trouvais peut-être intéressant d'approfondir aussi le côté dégustation. Comment sensibiliser les éleveurs, les producteurs, enfin, quelles que soient les productions d'ailleurs, à faire déguster le public un peu autrement. Et je me dis que ça peut être aussi peut-être l'objet d'une formation
complète, peut-être à la fois sur la partie diététique et à la fois sur la partie dégustation. Ouais. Oui, c'est bien d'acquérir ce vocabulaire. Et souvent, ce vocabulaire, comme je vous ai affiché, il est manquant pour donner envie, pour parler de son produit. Et la dégustation, c'est pas que la mise en bouche, c'est le visuel, c'est les odeurs, c'est savoir qualifier l'odeur qu'on sent, savoir qualifier le bruit, savoir qualifier les textures. Et quand on a tout ce panel d'adjectifs, effectivement, bon, on va donner plus facilement envie. Et ça fait partie des formations des éducateurs au goût. Et oui, il y a des choses à faire autour de ce produit-là. Oui, parce que autant sur le vin, il y a des choses qui existent et on est assez tous sensibilisés à ça, autant sur le reste, c'est pas évident. Oh, Interbev a quelques bons dossiers là-dessus. Oui, oui, oui. Des gros dossiers pour qualifier la viande, donner les bons adjectifs. Ah oui, on a plein de choses. Hein. Ouais, la brochette des goûts, là, la brochette du goût, il est bien ce dossier. Ouais. Ça, c'est partageable, Marie? On peut le partager ou c'est interne à la filière? Je sais même pas. En fait, c'est un dossier qu'on a retrouvé récemment, qui existait il y a quelques années, et qu'on a voulu ressortir avec Sylvie pour les journées de la restauration collective. Et c'est une mine d'infos super intéressante. Ouais. Je vais regarder ce papier. qu'on a. C'est C'est un dossier papier. C'est Ah oui, ouais, d'accord. Il est c'est pas gros en comme un ligne, il est annuaire, pas. quoi. D'accord, d'accord. Ça n'existe plus les annuaires, mais c'est nos références d'avant. Je vais regarder sur le site de la viande s'il n'y a pas des éléments, mais à mon avis. Non, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais, on va. Alors, on commence à revenir sur ces interventions dans les lycées hôteliers et établissements hôteliers pour qualifier la viande. Il y a une mini page sur le site La Viande dans Cuisine et Achat, voir, goûter, saliver et mâcher. On parle de la couleur, de la flaveur, de la jutosité, de la tendreté. On a perdu beaucoup de monde. Je crois que ça leur a donné envie d'aller manger. Oui, sans doute. Tout ça. Est-ce qu'on a fini avec les questions? Tout le monde avait pu. Ah, on vous entend pas. Alors, Françoise, on voit que vous voulez essayer de poser une question, mais on vous entend pas. Pourtant, votre micro a l'air d'être activé. Non. Est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat, éventuellement? Je pense que ça doit être peut-être un problème de paramétrage, éventuellement. Non, on vous entend pas, je suis navrée. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail. C'est moi qui ai envoyé l'invitation du webinaire et je ne manquerai pas de relayer à Sophie, Céline, Sylvie et Marie pour qu'elles puissent vous faire une réponse par écrit éventuellement si vous aviez des questions. Je vous propose du coup de conclure. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. Merci à Interbev, Interfel, au réseau des diététiciennes qui se battent chaque jour pour prêcher la bonne parole au quotidien. Moi, j'étais ravie de pouvoir co-animer avec mes collègues ce webinaire et peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine édition. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon appétit, c'est l'heure, cette circonstance, et puis à bientôt. Merci Agatha pour Merci. l'organisation. Merci à tous. À bientôt. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir.